de la mort. C'est donc une discrimination ontologique, un racisme ontologisé qui poursuit ses victimes jusque dans la mort. Et donc, au fondement de toute la doctrine de Heidegger, il faut revenir à sa conception de la mort. La mort authentique est conçue au paragraphe 53 de Sein und Zeit comme un sacrifice de soi, Selbstaufgabe, au profit de la communauté du peuple, donc der Gemeinschaft des Volkes. Cette mort authentique annonce l'apologie par Heidegger, qui formulée dans les mêmes termes que dans Mein Kampf, du sacrifice de l'individu pour la communauté du peuple, Volksgemeinschaft, à l'exemple d'Albert Leo Schlageter, qui était devenu un héros pour les nazis, pour s'être sacrifié pour son peuple. C'est donc une conception sacrificielle de la mort qui a été remarquablement critiquée par Adorno dans son livre Le jargon de l'authenticité. Donc, d'un côté, il y a ceux qui meurent en héros parce qu'ils sont dans la garde de l'être. De l'autre, il y a ceux qui ne peuvent pas être dits des mortels, qui ne meurent pas à proprement parler. Alors, j'évoque brièvement pour terminer le dernier point, cinque, la technica, el nacionalsocialismo y el exterminio. Ce qui m'a beaucoup troublé quand j'ai comparé entre les différents textes, c'est que en 1953, quand Heidegger publie l'introduction à la métaphysique, où il parle de la vérité interne et de la grandeur du mouvement national-socialiste, il ajoute une parenthèse, c'est-à-dire de la rencontre de l'homme déterminé planétairement et de la technique. Donc ce qui veut dire que pour lui, la grandeur du nazisme tient dans son usage de la technique. C'est un éloge à la fois du nazisme et de la conception nazie de la technique. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? À nouveau, une deuxième fois, en 1966, Heidegger a un entretien fameux avec le journal Der Spiegel qu'il laisse comme un testament. Ce sera publié 10 ans plus tard, quand il va mourir. Et dans le Spiegel, Heidegger dira que le national-socialisme est allé dans la direction satisfaisante, donc à nouveau éloge du nazisme, en ce qui concerne la relation de l'homme à l'essence de la technique. Donc à nouveau éloge du nazisme pour ce qu'il a fait de la technique. Et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que cette rencontre de l'homme et de la technique dans le nazisme? Qu'est-ce que c'est que cette relation satisfaisante? Elle tient en deux choses. D'une part, il y a un éloge de la technique par Heidegger quand le nazisme gagne la guerre éclair contre la France. En mai-juin, vous savez, les armées motorisées du Reich, en 3 semaines, envahissent la Hollande, la Belgique neutre et la France, la Blitzkrieg. Et Heidegger commente ça dans son cours Nietzsche, le nihilisme européen, avec une conclusion qu'il va enlever quand il publiera son cours sur Nietzsche. Parce qu'il conclut en disant que la motorisation de la Wehrmacht est un acte métaphysique plus important que la disparition de la philosophie d'un enseignement. Donc qu'il n'y ait plus d'enseignement de la philosophie, ce n'est pas important. Mais la motorisation de la Wehrmacht, oui, parce que c'est le début du projet mondial de conquête de la Terre par le nazisme. Et il dit, je cite ce passage du cours sur Nietzsche, « Il faut une humanité qui soit foncièrement conforme à l'essence fondamentale singulière de la technique des temps modernes et à sa vérité métaphysique, c'est-à-dire qui se laisse totalement dominer par l'essence de la technique, afin de pouvoir ainsi précisément diriger et utiliser soi-même les différents processus et possibilités techniques. » Donc ça, c'est le projet de Junger dans Der Arbeiter, le travailleur, qui est réalisé par la motorisation de la Wehrmacht et la guerre éclair. Donc ça, c'est le premier éloge de la technique. Mais ce qui est encore plus terrible, parce que là, c'est un éloge de la guerre, si vous voulez, la technique dans la guerre, si elle assure la domination du nazisme, et une vérité métaphysique pour Heidegger.
ce qui est le plus terrible, c'est que l'autre caractérisation du nazisme comme technique, ce sont les chambres à gaz. Hein, Heidegger le dit lui-même dans les conférences de Brême. Donc, à ce moment-là, est-ce que son éloge de la technique sous le nazisme n'est pas en même temps un éloge de cette extermination, hein? Heidegger dira de la lettre sur l'humanisme à Jean Beaufray qu'elle ne parle qu'à mots couverts. Elle ne parle qu'à mots couverts. C'est à nouveau le Deckname. Qu'est-ce qu'il y a exactement à dire? Alors, en conclusion, j'ai fait toute une enquête dans les derniers cours sur Nietzsche. Également, je l'ai continué en février. J'étais justement à Barcelone. J'ai discuté avec des Heideggeriens catalans qui étaient assez nationalistes, mais ouverts au dialogue. On a eu une discussion très dure, et elle va être publiée dans une revue catalane. J'étais avec un traducteur en catalan du Parménides, Manuel Carbonell. Et je lui ai dit, mais dans ce Parménides que vous avez traduit, à un moment, il y a un éloge de la Vernichtung. La Vernichtung est un mode particulier du Verbergen, de se mettre à l'abri. Donc, l'annihilation est un mode de l'abritement. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Est-ce que ça ne vous inquiète pas d'avoir traduit ça? Et donc, cette enquête sur l'usage de la Vernichtung dans les textes de Heidegger se poursuit. Je dirais donc en conclusion que Heidegger a dit quelque part que un philosophe dit toujours une seule chose, la même chose. Hein. Cette chose, Heidegger l'a dit explicitement en 1933. Hein. C'est cette lutte pour l'être qui passe pour lui par l'extermination. Hein. Avant, il emploie le mot destruction. Après, il emploiera encore un autre langage qui sera celui de l'événement, de l'Ereignis, un langage beaucoup plus ésotérique. Mais l'Ereignis, c'est encore l'historicitat, c'est une transposition. Donc, je pense qu'il faut continuer la recherche critique sur les fondements de cette œuvre et surtout prendre un recul critique à l'égard de cette entreprise de la Gesamtausgabe. Qu'est-ce que Heidegger a voulu faire en laissant au troisième millénaire, à nous, femmes et hommes du XXIe siècle, ces 102 volumes dans lesquels vous avez des textes qui appellent à l'extermination de l'ennemi. Hein. Que faire de ces textes? Est-ce qu'on peut encore les appeler des textes philosophiques? Hein. Sur ce plan, moi j'ai une réponse très critique. Je ne pense pas qu'il y ait de philosophie exterminatrice, donc ma réponse est négative. Bien entendu, elle est ouverte au débat, et ce débat existe, et je vous remercie de m'avoir permis de le faire revivre avec vous aujourd'hui. Merci.